Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal et à sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française. Il faut l'avouer, on adore ça. Et puis aujourd'hui, on vous réserve une petite surprise. C'est parti. Alors au sommaire de cette émission, que peut-on sauver du quinquennat Macron? C'est une question très large, mais on va essayer d'y répondre bien sûr aujourd'hui. On va également parler de Bruno Le Maire, la revanche, le jeu de poker menteur entre les macronistes sur le dérapage des comptes publics. On va également évoquer ce qui se passe actuellement au Sénat, plus particulièrement au niveau des buvettes. Boire ou voter, il faut choisir. Faut-il interdire la consommation d'alcool aux buvettes du Sénat? C'était la question de la semaine passée. On va en parler également avec Nils. Et puis, je vous le disais, une petite surprise pour cette émission. Nils, je te laisse l'annoncer à nos téléspectateurs. Bonjour Amira, bonjour à tous et à toutes. Et oui, c'est une émission particulière aujourd'hui puisque nous accueillons un invité. C'est une première dans cette émission. Bonjour Jean-Bernard Gaillot-Renucci. Bonjour Nils. Et voilà, vous êtes conseiller politique, vous avez travaillé un temps pour le mouvement Macron comme secrétaire général de la droite avec Macron, avant de devenir un macroniste repenti. Est-ce qu'on peut vous présenter ainsi, Jean-Bernard ? Alors, vous le pouvez, Nils, si vous aimez vivre dangereusement, puisque si vous associez l'un repenti au corse que je suis, inutile de vous dire que vous prenez effectivement des risques. Voilà, bon donc... Mais c'est une plaisanterie. Avant d'avoir plus de problèmes, Amira, tu termines pour certaines cette émotion. C'est que le début. Hein. Voilà, bon, alors on débute cette émission dans un contexte assez grave, puisqu'on est au lendemain des cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Bah oui, tout de suite, ça calme. Et le couple Macron a évidemment assisté à chaque événement du matin au soir. On le voit sur ces images. Alors le couple présidentiel est même arrivé en retard à celle du Bataclan l'après-midi, presque une heure de retard, mais il y a une explication que m'a donnée l'Élysée. Le président et son épouse ont pris le temps de saluer et d'échanger avec les victimes et les familles présentes à chacune des étapes depuis le Stade de France ce matin. Voilà, parce qu'il y avait quelques interrogations sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on comprend mieux effectivement les raisons de ce retard. Donc le président était effectivement accompagné de son épouse Brigitte en cette journée d'hommage. Elle semble plus que jamais omniprésente dans le dispositif présidentiel. Alors Jean-Bernard Gaillot-Renucci, on a longtemps entendu dire que la femme du chef de l'État était effacée, que politiquement, elle n'avait pas de rôle particulier. Et on s'est aperçu ces derniers mois, voire ces 2 dernières ou 3 dernières années, qu'il n'en était rien. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission plusieurs fois. Vous avez vous-même témoigné. Vous confirmez quelle est l'étendue du pouvoir réel de celle qu'on appelle un peu abusivement la première dame? Oui, je confirme, Nils, et je réponds positivement à votre question. Mais cela, depuis... même avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est-à-dire que durant la campagne de 2017, elle était déjà omniprésente à tous les niveaux, que ce soit au QG, que ce soit dans la réunion de préparation. Elle a continué à l'être de façon très, très marquée lors du premier quinquennat et lors du second tout autant. Ce qui est amusant d'ailleurs de constater, c'est que même si nous sommes dans une république dûment établie, on parle encore du château pour parler du lieu résidentiel et professionnel du chef de l'État. Donc là, on peut aussi s'interroger, mais que dans ce château, il y a la fameuse aile Madame, d'accord, qui est largement aussi puissante et qui, comme dans un avion d'ailleurs, fait l'équilibre avec l'aile Monsieur, d'accord, c'est-à-dire celle du président et du secrétaire général de l'Élysée. Alors il y a eu d'autres premières dames qui ont eu des rôles plus ou moins importants. Je pense à Danielle Mitterrand, qui était quand même connue pour son interventionnisme dans les affaires diplomatiques notamment. Il y a eu aussi Cécilia Sarkozy qui a eu un rôle dans, on ne sait pas trop lequel, mais qui est présumé avoir eu un rôle dans la libération des infirmières bulgares. Est-ce que finalement Brigitte Macron ne reprend pas ce flambeau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous dans son rôle à l'Élysée sous ces 2 quinquennats? Alors, concernant effectivement Danielle Mitterrand, pour les plus anciens dont je fais partie, on s'en souvient tous, elle a effectivement joué de son interventionnisme, entre autres côté Amérique latine, sans aucun souci.
On va dire que c'était une autre époque, on va dire que les choses ont évolué depuis. Si on prend Cécilia Sarkozy et son intervention, ou en tout cas son support d'intervention lors de la libération des infirmières bulgares, c'était là à la demande de son président de Marie. En revanche, en ce qui concerne Brigitte, on dépasse très largement ce cadre-là. C'est-à-dire que autant Nicolas Sarkozy demandait à Cécilia d'intervenir effectivement dans ce cadre-là. Je ne sais pas à l'époque ce que demandait ou pas effectivement François Mitterrand à Daniel. En revanche, ce qui est certain, c'est que là, ça n'est pas véritablement Emmanuel Macron qui demande, d'accord ? C'est Brigitte qui impose et qui s'impose. Oui, on a notamment dit qu'elle était un peu l'autrice de la nomination de Gabriel Attal contre Alors, la vice-présidence. Elle l'a été pour partie. Là où elle est véritablement l'autrice, c'est la nomination de Jean-Michel Blanquer et des affidés du printemps républicain. Ah oui. Parce que c'est ça, et c'est une des dénonciations que je faisais à l'époque de mémoire à l'été 2024, où je disais que oui, très clairement, elle était le bras armé du printemps républicain à l'Élysée. Ah oui, donc vraiment une orientation très conservatrice. Alors, à la fois très conservatrice, très droitière aussi, puisqu'on a vu un certain nombre de gens de droite, effectivement, au sein et du cabinet et du gouvernement. D'ailleurs, on peut se demander à un moment, même s'il y a eu des gens de gauche, sauf à considérer qu'Elisabeth Borne ne fut pas de gauche, mais on peut se poser la question sur le reste, effectivement, des premiers ministres d'Emmanuel Macron. Alors, on a vu aussi Bardella chuiner sur un autre registre, sur la télé Bolloré, car il n'était pas invité aux commémorations du 13 novembre, selon lui. Voilà, donc regardez. Nous n'avons pas été invités, ce que je trouve d'une inélégance et d'un mépris de la part à la fois du président de la République et de la maire de Paris. Mais les autres partis étaient invités ? Moi, j'ai vu monsieur Glucksmann, on a vu monsieur Didier des Républicains, madame Chiquirou, je crois, députée de la France Insoumise. C'est invraisemblable. Alors, et pour cause, on rappelle qu'en 2015, Marine Le Pen était absente de la grande marche parisienne du 11 janvier en hommage aux victimes des attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, ce que lui avait rappelé le défunt El Kabbach lors d'une question restée dans les mémoires. Regardez. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Vous n'avez pas de regrets ? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur El Kabbach ? Vous n'étiez pas Je vous reconnais bien là dans la provocation. Le monde entier était à Paris hier. C'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne, l'Union planétaire pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement, et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas. Vous avez préféré aller devant 1000 personnes à Beaucaire, c'est-à-dire chez les vôtres. Et oui, à l'époque, Europe 1 était encore une vraie station de radio et un média d'information fiable. C'était avant le rachat, évidemment, de Vincent Bolloré. Alors, présidente du FN, Marine Le Pen avait joué la victimisation à plein, se disant boycottée par les autres partis. Et puis, on a appris par la suite, en 2020, que les armes à feu utilisées par le terroriste Amédi Koulibaly en janvier 2015, qui avait tué une policière et 4 citoyens de confession juive, ont été importés en France par Claude Herman, qui était donc militant d'extrême droite et un ancien membre du service d'ordre du FN. Et oui, ça fait désordre. Alors, 10 ans après la première vague d'attentats meurtriers qui a touché la France, le parti de Marine Le Pen a désormais 123 députés à l'Assemblée et est devenu le premier parti dans les intentions de vote pour le premier tour de la prochaine présidentielle. Triste bilan. D'ailleurs, Jean-Bernard Gano-Renucci, Emmanuel Macron a une part de responsabilité dans cette situation sur la place de éminente, hélas, occupée par l'extrême droite aujourd'hui sur l'échiquier politique. Oui, absolument. Mais avant de vous répondre plus avant, je voudrais juste revenir sur le très fameux Claude Herman, qui a toujours été présenté comme un militant d'extrême droite, ce qu'il est, ancien membre des services. Mais petite précision toutefois, ce Claude Herman a aussi été, à certaines de ses heures, aviseur des douanes et indicateur de la police et du renseignement. D'accord. Comme quoi, rien n'est jamais complètement simple. Ouais. Ce qui veut dire aussi que, dès lors, on voyait à quel point, de toute façon, les membres du Front National, devenu Rassemblement National, avaient déjà une emprise, ou en tout cas des infiltrations certaines, y compris dans l'appareil d'État. Ah oui. Alors, ça n'est pas nouveau. Donc, cette précision étant faite, la responsabilité d'Emmanuel Macron, oui, bien sûr. La première de ses responsabilités, c'est de ne pas avoir fait campagne déjà en 2022, et de croire qu'il suffisait de se présenter face, effectivement, à Marine Le Pen pour se dire « je serai un bon président », voilà. Ça n'a pas fait le game.
très clair. Pas de campagne présidentielle, pas de campagne de législative. Le quiproquo de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, puisque je peux me permettre de le dire ici, puisque j'avais révélé l'information à votre confrère Marc Endeveld, où effectivement il était prévu Catherine Vautrin et non pas Elisabeth Borne à Matignon, avec tout le côté rocambolesque du retournement de situation qui s'était fait effectivement sur ce week-end de nomination. Mais pour revenir à ça, depuis, souvenez-vous d'ailleurs, de la façon dont le RN a toujours été traité. À ce moment-là, donc suite à l'élection de 2022, le président reçoit les patrons de groupe et patronnes de groupe. Et notamment Jordan Bardella pour les rencontres de Saint-Denis. Ça, c'est après, j'allais y venir, Ouais. mais sur effectivement Marine Le Pen, présente, reçue de façon très, comment j'allais dire, grande classe, et ayant même droit à une bise de Brigitte, en l'occurrence, ça aussi dévoilé sur les réseaux depuis. Et puis surtout, on n'a vraiment pas oublié le traitement réservé à Jordan Bardella lors des entretiens de Saint-Denis par le président. Absolument. Où il l'a installé vraiment en face de lui pour bien montrer qu'il était effectivement que le RN était un parti avec lequel il fallait compter, ce qui était une sorte de légitimation. Alors moi, j'irais même plus loin, vous allez peut-être pouvoir répondre. Est-ce qu'il fait avec le RN parce qu'il est obligé ou est-ce qu'il court après le RN? Alors, très sincèrement, je pense qu'il y a eu un peu des deux, mais que dernièrement, il est beaucoup plus... en train de leur courir après? Oui, dans le fait de courir après. Maintenant, lui qui tient tant à son bilan, à trop courir après, il ne restera dans son bilan que sans doute l'avènement du RN au pouvoir. Et je ne suis pas certain que dans les livres d'histoire, ça fasse ou que ce soit du meilleur effet. Mais c'est son choix. Le bilan d'Emmanuel Macron, on va en parler avec toi, Nils. D'ailleurs, c'est le premier sujet de cette émission. On est à 18 mois de la fin du quinquennat. 18 mois en politique, ça peut passer très, très vite. Est-ce qu'on peut encore sauver ce bilan? Le sous-texte est que pour l'instant, le bilan est très mauvais. Oui, alors c'est vrai que ça passe à la fois très vite, mais pour nos concitoyens, ça passe aussi très lentement. Malheureusement. Et pour les journalistes politiques aussi. Alors, on en a parlé la semaine dernière. Effectivement, Emmanuel Macron, cote de confiance 11% dans les derniers sondages, soit celle de François Hollande en novembre 2016. Donc, le président semble un peu avoir touché le fond. C'est un vrai sujet à l'Élysée, en tout cas, car même si ses conseillers ont manifestement abandonné l'idée de redresser la courbe de popularité de leur patron, il y a la question de l'héritage d'Emmanuel Macron qui occupe leur pensée, et notamment celle du fameux Bruno Roger Petit, conseiller mémoire du président et de la première dame aussi. Et on l'a vu ces dernières semaines, reconnaissance de la Palestine au nom de la France devant l'ONU. Le président coupe des rubans, il décore aussi à tour de bras, même si c'est sa prérogative héritée de la 4e République. Donc, pluie de légions d'honneur, d'ordre du mérite qui sont décernés à ses fidèles. Mais enfin, dernièrement, là, sa réforme des retraites qu'il avait imposée avec brutalité aux Français à coup de 49.3, de répression policière dans les manifs, elle a du plomb dans l'aile, au point qu'on dit le chef de l'État fataliste désormais. Alors, un familier de l'Élysée me dit il a compris qu'il fallait lâcher sur les retraites, même s'il ne le reconnaîtra jamais en public. C'est sa réforme phare, mais au moins le gouvernement Le Cornu a tenu. Encore faut-il ajouter que le président a appelé certains de ses fidèles, notamment les députés, Marc Ferracci, etc., à ne pas forcément voter pour le PLFSS à l'Assemblée et à parler de décalage de la réforme des retraites, ce qui a provoqué de l'orage avec Matignon, avec Sébastien Lecornu. Vous confirmez, Jean-Bernard? Et pourquoi est-ce que Macron s'obstine comme ça sur les retraites? Qu'est-ce que ça dit de lui? Alors, premier point, en ce qui concerne Marc Ferracci, oui, effectivement, il a bien voté contre. Quand on regarde le détail du vote, de la suspension, Ferracci ne s'est pas abstenu, il a voté contre, clairement, comme d'ailleurs 5 autres députés. Il n'a pas été le seul. Et puis les autres se sont abstenus. Très bien. Le fait que le président ait accepté, c'est un doux euphémisme. En vérité, il ne l'accepte pas. Il est contraint et forcé et mis devant le fait accompli. Souvenons-nous de la période Le Cornu 1, brève mais intense. Et si je parle de cela, c'est parce qu'il y a bien eu ce clash entre le dimanche soir et lundi matin, après sa décision effectivement de démissionner, parce qu'il n'avait pas les mains aussi libres qu'il avait pu le penser, ou en tout cas qu'il l'espérait. Donc ça fait partie du jeu. Et donc, le président s'est retrouvé contraint et forcé d'accepter les conditions. Sinon, il n'avait pas le choix. Il était obligé de revenir. On avait une nouvelle démission. Je ne suis pas certain, malgré le proverbe « jamais 203 », qu'il y ait eu un Le Cornu 3 à l'époque.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi il a démissionné pour revenir le lendemain? C'était quoi l'intérêt de cette manœuvre, finalement? Alors, l'intérêt, de forcer la main, effectivement, du président, en disant, voilà, je mets sur la place publique le fait que je ne suis pas libre d'agir. Et donc, quelque part, on contrevient même à l'esprit de la Ve République, où la Ve République, certes, c'est un président, mais qui dirige la France, et un gouvernement, donc un Premier ministre qui gouverne. Là, on a un président, et ça a commencé bien en amont d'Emmanuel Macron. On l'a vu depuis Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec François Hollande, mais il y a une amplification, une accélération avec le président Macron, qui fait que de toute façon, aujourd'hui, comme le disait Sarkozy vis-à-vis de François Fillon, c'est mon collaborateur. D'accord ? Et là, on est sur le même sujet. Cette dérive-là est la même. Sauf que Le Cornu, lui, ne l'a pas accepté. Et d'ailleurs, en parlant de Le Cornu, il va tenir jusqu'au bout? Jusqu'au bout, ça veut dire quoi, Mira? Ça veut dire jusqu'au vote? Oui. Ça veut dire jusqu'à 2018? Non, jusqu'au vote, mais la présidentielle. Non, parce que jusqu'au bout, c'est voilà. Jusqu'à 2027. Résolument, ça pourrait être aussi sur un trait d'humour jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'en puisse plus. Voilà. Très honnêtement, je ne sais pas, mais je sais simplement que ça va être très compliqué sur le plan calendaire, parce que là, on rentre dans une période qui va verrouiller effectivement potentiellement une nouvelle dissolution. Alors, très simplement, je ne suis pas le seul à le dire, des constitutionnalistes, que ce soit Benjamin Morel ou Anne-Charlène Bézina, le disent beaucoup mieux que moi. On est sur une période qui ne permettra plus la dissolution, déjà pour le vote. Donc ça, c'est clair. Ensuite, dès que nous allons arriver vers le mois d'avril, c'est-à-dire juste après les municipales, on rentre dans l'année présidentielle qui interdit de nouveau une dissolution. Donc ça veut dire qu'on aurait de nouveau une nomination de Premier ministre s'enchaînant avec ce qu'on aurait pu vivre. J'ai beaucoup de mal, étant entendu que possiblement il faudra peut-être même revoter un projet de loi rectificatif. Okay. J'ai beaucoup de mal à concevoir effectivement cela. Et c'est sans doute ce qui est peut-être en train de se jouer en ce moment à l'Assemblée, c'est-à-dire un gouvernement qui irait jusqu'au bout. Et voilà. Je rebondis parce que je suis en train de... Et je termine chez moi, et jusqu'au boutiste. Et moi, j'ai envie de rebondir parce que je vous avais reçu ici dans le média il y a quelques mois au moment de la nomination de François Bayrou. Et je vous avais demandé justement pourquoi François Bayrou, parce que c'est vrai que ça a un peu étonné tout le monde, et quel aurait été le choix d'Emmanuel Macron. Et vous m'aviez dit ça aurait été Le Cornu. Eh bien, vous aviez raison. Il est là partout aujourd'hui. Alors, ce qui est amusant, parce qu'à l'époque, ça devait être Sébastien Le Cornu, alors que là, sur les secondes nominations, c'est-à-dire cet été, ça n'était plus Le Cornu le favori. D'accord, c'était Jean Castex. Ah oui, donc ça change. Donc c'était un retour. Petite précision concernant Jean Castex, il n'aura jamais été que le seul Premier ministre véritablement choisi par ce président, puisque dès le début, aucun de ces premiers ministres, il ne les a réellement choisis. Ouais. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans l'une des émissions, c'est peut-être vous qui aviez témoigné, je ne m'en souviens plus. Ça fait quand même presque 2 ans que l'émission existe, donc on a eu pas mal de numéros. Ouais, on a eu pas mal de numéros, mais c'est vrai que voilà, Jean Castex et Emmanuel Macron l'apprécie pour sa rondeur, et puis aussi parce que voilà, c'est un élu de terrain, donc ça lui permet aussi d'avoir ces antennes-là, ces fameuses antennes qu'il cherche toujours d'ailleurs. Mais effectivement, il y a voilà, c'est vrai que c'est probablement le profil, et puis il lui fait pas d'ombre aussi. Alors, il lui fait pas d'ombre, et puis il a 2 avantages. D'abord, c'est quoi que l'on pense de Jean Castex, c'est un parfait mécano de la République. C'est-à-dire qu'il connaît absolument les rouages, les mécanismes et le fonctionnement. Et deuxième chose, il parle parfaitement bien à un certain nombre d'élus de gauche. Ah oui, important. Donc il fait le job. Tripartisation on de la le politique. Voit dans ma région d'adoption, qui est l'Occitanie. Je veux dire, les rapports entre Carole Delga, présidente de l'Occitanie, et Jean Castex, c'est du velours. Ah oui. Oui. Ce qui d'ailleurs n'est pas pour plaire à une partie de la gauche. Alors, j'entends, mais pour le coup, voilà. Alors je vais me faire l'avocat du diable, si je puis le dire ainsi, mais j'ai cherché des éléments positifs du quinquennat Macron. Alors T'as beaucoup cherché ou voilà, pas? Alors j'ai quand même, j'ai mis un peu de temps quand même. Alors il y a éventuellement la baisse historique du chômage qu'on pourrait mettre au crédit d'Emmanuel Macron, même si malheureusement pour lui elle perd de sa superbe aujourd'hui, surtout qu'elle s'est faite quand même au détriment des chômeurs, voilà, puisque évidemment quand on sort les chômeurs des dispositifs, forcément mécaniquement le chômage baisse. Voilà, on peut faire exactement les chiffres, on peut les manipuler. On peut aussi citer la volonté de reconquête de l'industrialisation du pays. Ça, c'est ce que m'a dit un des rares soutiens qui reste à Emmanuel Macron. La conquête de l'attractivité
auprès des investisseurs. On se souvient le sommet de Choose France où on a vu le président effectivement câliner les grands patrons de la planète à grand renfort de selfies. Et puis il y a aussi le budget militaire doublé. Alors ça, est-ce que c'est à mettre à son crédit? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avec effectivement la menace russe qui a lieu en ce moment en Europe, ça paraît pas totalement illogique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Bernard, si on devait chercher comme ça est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans le quinquennat Macron, quoi? Je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose à sauver, puisque même lors des premières lois du premier quinquennat, de l'aveu même d'un certain nombre de députés que j'ai bien connus et que je côtoie encore aujourd'hui, même ces lois parfois étaient bancales. Je pense entre autres, puisque ça redevient d'actualité, aux lois Egalim. Egalim 1, Egalim 2, qui étaient censées améliorer la vie de nos agriculteurs. Ah oui. Pas persuadé que ce soit réellement le cas, puisqu'on les voit encore aujourd'hui, sans compter les pseudo-vérités ou les vrais mensonges concernant le Mercosur. C'est l'adoption. Donc il y avait aussi eu la loi Avia en ligne pour lutter contre... La loi Avia... qui avait été passée à la moulinette par le Conseil constitutionnel. Je crois de mémoire, même si c'est un peu humoristique de ma part, qu'il ne restait que les titres à son retour du Conseil constitutionnel. Ça, et encore, je ne suis pas certain que même les titres et tout s'étaient validés. Aïe. Voilà. Mais pour être plus sérieux et pour parler du bilan, non, c'est effectivement très compliqué. Vous parliez de la baisse du chômage. Alors d'abord, un événement qui est factuel, et il faut le reconnaître, il a largement hérité des conditions de mise en place du CICE du gouvernement de François Hollande. Alors quand bien même Emmanuel Macron a été le ministre de l'économie de François Hollande. Enfin, la décision première revenait au chef de l'État, quoi qu'on puisse en penser. Donc, comme dans un effet suivant les municipales, la première partie d'un mandat, c'est la continuité du mandat précédent. Il en va de même pour les présidentielles. Donc ça, il en a hérité. Après, dire que le chômage baisse quand on coupe dans le nombre de chômeurs par un rythme, entre guillemets, et des techniques purement mathématiques de contrôle, effectivement, du nombre, pas certain qu'on puisse appeler ça. Et pour finir, puisque vous parlez de réindustrialisation, du Choose France, je ne prendrai qu'un seul et dernier exemple, puisque c'est d'actualité depuis hier, avec le retour de Boualem-Sansal effectivement sur la scène européenne, c'est ce qu'a fait perdre cette guerre France-Algérie au commerce français. Ah oui. Qui est absolument colossal, puisque grosso modo, je ne saurais pas dire de bêtises, mais on est à peu près à 20% d'effondrement du marché à l'export sur l'Algérie. Tout cela, bien sûr, pris entre autres par nos amis italiens à côté, qui auraient eu tort de se priver. Mais l'exemple type de cela, et nous avions déjà abordé tous les deux, Niels, dans des émissions précédentes, le rôle effectivement joué par Bruno Retailleau dans cette guérilla. Puis nos amis allemands, désormais, puisque s'ils ont négocié mais les Allemands, c'était un rôle positif, contrairement à Bruno Retailleau, qui lui a tout fait quand même. Alors les Allemands, relevons quand même qu'il y a deux Français qui ont joué un rôle en coulisses, l'ancien ministre Matthias Fekl et l'ancien conseiller Gourde-Montagne, qui ont effectivement tous les deux activé leur réseau côté Outre-Rhin et qui ont su faire jouer effectivement de bonnes influences. C'est pas simplement, et là encore une fois, ça n'est pas l'Allemagne venue sauver la France. Oui, elle a forcément gagné quelque chose. Comme ce que je vous ai dit avec Herman concernant les renseignements, ce monde, entre guillemets, souterrain est toujours beaucoup plus particulier et jamais aussi simple que nos médias mainstream veulent bien le laisser penser. Alors, le temps presse, on a beaucoup parlé de Macron, c'est vrai que c'était passionnant. D'ailleurs, j'aurais une petite question pour vous, Jean-Bernard, mais en fin d'émission. Alors, on va passer au second sujet, Niels. Bruno Le Maire se met à table. L'ancien ministre de l'économie refuse d'endosser la responsabilité du déficit abyssal de la France, qui fait scandale depuis un certain temps maintenant. Oui, alors il faut rappeler qu'après son départ de Bercy en septembre 2024, notre grand argentier et écrivain chevronné, n'est-ce pas, s'était fait discret. Il était quand même en poste depuis plus de 7 ans et donc il s'était expatrié en Suisse pour donner des cours. Il est même devenu en janvier 2025 conseiller stratégique extérieur du comité exécutif du groupe néerlandais ASM spécialisé dans le développement de semi-conducteurs, un secteur très stratégique. Voilà, donc c'était une vraie cure de silence médiatique et politique, mais du business pour Bruno Le Maire, sauf qu'il continuait de réunir sa petite bande d'élus quand il était à Paris. On va en reparler juste après. Il n'a jamais décroché en réalité de la politique française, au point que quand le Cornu a été nommé à Matignon, Bruno Le Maire a vu là une occasion en or de revenir aux affaires. Le nouveau
nouveau Premier ministre n'avait rien à lui refuser et lui a offert le ministère des Armées, régalien, prestigieux, précaré du président, car on l'avait un peu oublié, mais Bruno Le Maire est l'un des parrains de Lecornu en politique. Jean-Bernard Gaillot-Renucci va peut-être nous en parler, mais en 2007, tout juste député de l'Eure, il avait fait du futur Premier ministre son assistant parlementaire avant de l'emmener dans ses cartons l'année suivante au secrétariat d'État aux affaires européennes. Entre 2009 et 2012, c'est au ministère de l'Agriculture qu'ils ont poursuivi leur collaboration. Jean-Bernard Gaillot-Renucci, vous connaissez bien les connexions normandes de Lecornu et Bruno Le Maire, évidemment, en fait partie. Oui, il en fait partie. En bon corps, je connaissais bien la Corsica Connection, mais j'ai aussi appris à connaître leur connection, entre guillemets, et surtout la Lecornu Connection, où très clairement, on est d'accord, Lecornu c'est Vernon, Bruno Le Maire c'est Évreux, ce sont des villes qui sont très proches, et Bruno Le Maire a toujours été, entre guillemets, le parrain politique de Lecornu, au point, je ne sais plus si vous l'aviez redit, c'est que lors de la primaire de la droite, en 2015-2016, effectivement, Lecornu était, entre guillemets, l'organisateur de sa campagne. Ah oui. Alors, oui. Non, je ne l'ai pas dit. Bon, alors voilà, donc ça en dit long, effectivement, de la proximité des deux hommes. Ce qui est amusant dans la dénégation de Bruno Le Maire, c'est que lors de l'interview qu'il a donnée à Caroline Roux, il mentionne que... on va en reparler, mais il dit non, je ne reviendrai jamais, comme là il le dit en politique, ceci, cela. Alors qu'au même moment, il avait accepté de revenir au gouvernement. Donc que penser réellement des propos de Bruno Le Maire et de ses pseudo-vérités? Vous me laisserez effectivement... sur mes doutes concernant le personnage. Il faut faire preuve d'une grande prudence. Mais évidemment, alors, c'est vrai que de toute façon, alors, il a été écarté, notamment à cause de la droite, puisque Bruno Retailleau a fait une crise. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est un pari risqué, parce que, alors, les quelques macronistes qui restent me disent, c'est quand même... et puis à droite, on me dit, c'est quand même l'homme de la dette publique française, avec une somme qui s'est envolée sous son mandat. On parle d'une somme qui est passée de 2300 milliards à 3300 milliards d'euros. Et on se souvient quand même des fanfaronnades de Bruno Le Maire en 2024 quand il faisait face aux accusations de dérapage. Alors dérapage, c'est un gros euphémisme, parce que vu la somme, regardez. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Pendant le Covid, c'est vrai que l'économie a tenu. Voilà, donc Bruno Le Maire, Superman de l'économie française, il fallait oser. Et l'attention est aussi montée avec cette fameuse commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée et au Sénat sur le dérapage des finances publiques. D'autant que Bruno Le Maire n'est pas le seul sur la sellette. On a vu aussi Elisabeth Borne cuisinée par les parlementaires. Attal est aussi passé sur le grill. Ça lui a pas plu du tout, au point de paraître arrogant, croyez-le, aux yeux des élus. Regardez. Est-ce que l'exécution 2024 prévoit qu'il y ait plus de dépenses que prévu? Non, monsieur le Premier ministre, on devait avoir une amélioration des comptes publics. On a une dégradation des comptes publics. Mais ça, vous l'avez dit depuis le début de cette audition, vous avez raison de le dire. Soit vous êtes dans une situation de déni. Mais pas du tout, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. On a eu une diminution et on a eu une chute brutale des recettes. On est sur le déficit public de la France. Simplement, je remets en cause. Et je vois que vous cherchez à éluder je ne cherche pas ce que je dis. Je ne cherche pas à éluder. Ce que vous dites, vous avez prévu des dépenses supplémentaires sur l'année 2024 qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc chacun s'est renvoyé la balle et récemment, Elisabeth Borne a aussi donné de la voix. J'ai sonné l'alarme et on n'a pas réagi. Non, il est sympathique, Bruno, mais je pense qu'il peut se rappeler que moi j'ai quitté Matignon le 8 janvier 2024. Donc je n'étais plus Première ministre, j'avais un successeur, Gabriel Attal. Pourquoi vous cite-t-il ? Ah ben je ne sais pas, il faut lui demander, je ne sais pas. Voilà, donc pour Babou, c'est la faute d'Attal, c'est pas la sienne, donc ils se renvoient un peu tous la balle, effectivement. Entre-temps, en 24 heures, Bruno Le Maire est passé de ministre des Armées sous le gouvernement Lecornu, on en reparlait, à rien du tout, et désormais, il se lâche. Donc le fameux passage avec Caroline Roux, regardez, c'était sur France 5. On est la France, Bercy, c'est quand même une énorme machine qui marche bien. Comment on peut découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros. Comment on en arrive à une situation comme celle-ci? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Je reconnais avec beaucoup d'humilité. Nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Très sincèrement? Voilà, donc il s'est planté un big time, c'est ce qu'il reconnaît, avec
Une humilité qu'on peut penser assez feinte. Pire, dans la même émission, Bruno Le Maire révèle une lettre soi-disant secrète qu'il a envoyée le 6 avril 2024 à Emmanuel Macron pour l'alerter sur la nécessité d'une loi de finances rectificative. Et enfin, pour ne rien arranger en Macronie, Manuel Valls est lui aussi sorti du bois dans les médias pour dire tout le mal qu'il pensait de Macron et Le Cornu après avoir été éjecté de son ministère des Outre-mer. Regardez. On ne voulait pas de ministre qui ait de la personnalité. 2, je réussissais là où ils avaient échoué, sur la Nouvelle-Calédonie et sur les Outre-mer. 3, peut-être qu'on n'a pas apprécié les propos que j'ai tenus en Conseil des ministres, questionnement de manière très respectueuse le président de la République sur les conditions pour reconnaître l'État de Palestine ou sur les rapports entre la France et le monde juif. Voilà, mais on ne m'a pas donné, moi, d'explications claires. Et regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On cherche à mettre en œuvre ce que j'avais moi-même réussi à travers les accords de Bougival. Voilà, donc Manuel Valls, Bruno Le Maire, tout le monde en a gros, comme on dit dans Kaamelott, et ils mettent tout ça, évidemment, sur le compte d'Emmanuel Macron. Alors Manuel Valls dit que c'est parce qu'il a critiqué la reconnaissance de la Palestine par la France, et Bruno Le Maire explique en gros que, effectivement, la droite était jalouse de son succès. Décidément, le groupe macroniste vit bien. Alors, on ne va pas refaire le débat sur les responsabilités des uns et des autres sur ce plateau. On va laisser ça à l'économiste Thomas Porcher. Mais qu'est-ce que ça dit des macronistes et des rapports de force au sein de Renaissance, au fond, Jean-Bernard Gaillot-Renaucci, tout ça? Je suis désolé de ce soupir. Ça veut dire surtout que ça n'existe plus. Oui. D'accord ? On est... si j'osais, je dirais qu'on est déjà même passé au-delà de la mise en bière et voire de la mise en terre. C'est-à-dire que là, très clairement, c'est de l'enterrement de première classe et tout le monde se lâche. Oui, ils se tirent tous dans les pattes parce qu'il y en a qui se détachent un peu, qui sont vraiment loyaux. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le terme de loyauté. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas en politique? Non, je ne dis pas que la loyauté n'existe pas. Mais est-ce qu'on est loyal à un parti? Est-ce qu'on est loyal à un ou une femme? Est-ce qu'on est loyal à ses idées? D'accord? Pour moi, ce sont 3 niveaux de loyauté qui, en politique, n'expriment pas la même chose. Alors, à titre personnel, on pourrait me qualifier d'illoyal. Je n'ai pas été loyal à certains partis que j'ai côtoyés ou à certains hommes ou femmes politiques que j'ai côtoyés. Et loyal à vos idées. Mais je reste effectivement loyal à mes idées. Et comme disaient certains, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est mon parti qui a changé. D'accord ? Et donc ça le vaut. Pour ces gens-là, très honnêtement... parler de la loyauté d'un Manuel Valls, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. C'était un bel exemple. Il a 2 amours, Paris et Barcelone. Il a 2 coups, enfin c'est sans arrêt. On l'a vu avec la gauche, avec l'extrême droite. On l'a vu avec la droite. Retenons quand même que Manuel Valls est un fervent supporter aussi du printemps républicain. N'ayons pas peur de le dire et de le reconnaître. Vous allez me dire, vous insistez depuis le début de l'émission sur le printemps républicain. Oui, parce que le printemps républicain a instauré quelque chose qui pour moi m'est insupportable. C'est-à-dire que de la loi de 1905 dont il se prévaut, il en a créé un nouvel outil de racisme envers non pas seulement les musulmans, mais plus que les musulmans, je dirais les Arabes. D'accord. Et plus que les Arabes, les Maghrébins. Et plus que les Maghrébins, les Algériens. Alors, on est aujourd'hui avec le bashing sur l'Algérie. Non, mais sur le fond, nous sommes parfaitement d'accord, Amira. D'accord ? Quand on parle, effectivement, si ça concernait les musulmans, on parlerait aussi, effectivement, de l'Indonésie, qui est le premier territoire musulman au monde. On n'en parle pas. On ne parle jamais de ce souci. On parle de quoi? Assez peu des Marocains. On fait même affaire avec eux. Oui, on aime beaucoup le roi la Mohamed Tunisie. VI. Mais par contre, l'Algérie, waouh! Alors certes, il y a l'antériorité de la colonisation, de ce qui est fait. Enfin bon, il y a un moment aussi, reconnaissons ce que nous avons fait. Un certain nombre de journalistes et d'historiens mettent suffisamment les pieds dans le plat en ce moment. Mais c'est une réalité, n'en déplaise à beaucoup. Et surtout à Bruno Retailleau. Donc voilà pour ce qu'il en est. Maintenant, on parle de Retailleau, et je viens d'en parler. On parle aussi de Le Cornu de Bruno Le Maire. Ça, c'est de la conséquence de la primaire de la droite où tout le monde s'est entretué. Primaire de la droite qui a eu lieu en 2016-2017, voilà. D'accord, et qui donnait François Fillon. Quand on connaît
Les boires de François Fillon, certains ont dit on lui a volé l'élection. Non, on lui a rien volé. Lui, peut-être, a volé à la France, mais il n'est pas certain qu'on ait volé l'élection de François Fillon. Soyons clairs sur le sujet. D'ailleurs, on ne va pas le montrer à l'écran, on ne va pas lui faire de pub, il ne faut pas exagérer. Il aura toute sa place dans les médias d'extrême droite et conservateurs. Mais François Fillon revient lui aussi sur le devant de la scène, avec un très beau livre, entre guillemets. Je fais de l'humour noir, mais sur le terrorisme islamique, je crois. Absolument. L'entrisme, c'est même l'entrisme islamiste. Je ne parle même pas de terrorisme, en l'occurrence. Bien sur ce fameux rapport. Oui, donc ça annonce quand même beaucoup de choses, à mon avis, pour 2027. On n'a pas fini d'entendre... En même temps, pas d'étonnement quand on connaît les liens Retailleau-Fillon. Pas d'étonnement, c'est la même musique. Bon, alors, en tout cas, c'est quand même une petite bombe qu'a lâché Bruno Le Maire. Alors, moins effectivement pour la surprise des raisons du dérapage budgétaire, mais en tout cas, voilà, c'est tombé en plein dans les débats budgétaires à l'Assemblée. Donc là, le PLFSS va arriver en plus au Sénat, qui est à majorité à droite. Et donc, il affirme effectivement qu'Emmanuel Macron ne l'a pas écouté à l'époque. Bon, enfin, c'est aussi une démarche qui ne se fait pas sans arrière-pensée politique. Après tout, Bruno Le Maire n'a que 56 ans. Alors j'ai cette question qui peut faire rire certains, qui peut être très importante pour d'autres. Boire ou conduire, ça on le sait, mais là c'est boire ou voter. Il faut choisir. Est-ce qu'il faut supprimer l'alcool aux buvettes du Sénat, mais aussi de l'Assemblée nationale? C'est le débat en cours dans le couloir des deux chambres et également au niveau des médias depuis une semaine. Et oui, Amira, mais parce que les affaires de beuverie, d'addiction, de faits divers chez nos parlementaires continuent de défrayer la chronique. Alors on n'est pas détective, on ne va pas faire la liste de tous les élus avec des détails sordides, mais dernière affaire en date, le sénateur Philippe Mouillet, alors qui est peu connu du grand public, mais qui a été interpellé complètement ivre par la patrouille à Paris le 8 octobre dernier. Et pire, l'élu avait alors vivement résisté au secours, avait indiqué le parquet de Paris, donc qui s'était montré plutôt bavard sur cette affaire. Alors le sénateur a ensuite publié un communiqué après être passé par la cellule de dégrisement du commissariat, affirmant avoir été dépouillé d'une partie de ses affaires personnelles, frappé à tel point qu'il aurait perdu connaissance. Par la suite, je me suis retrouvé à terre, sonné, totalement désorienté, et la police nationale est intervenue en place. Malheureusement, dans un état de confusion et de stress, je n'ai pas réagi, a-t-il euphémisé dans un communiqué. Alors, et pour cause, puisque le Parisien et Paris Match avait révélé que dans son état d'ébriété avancé, il avait invoqué son statut de parlementaire, puis avait demandé à pouvoir appeler Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau l'appelait en pleine nuit, complètement bourré. Voilà, autant vous dire que les policiers en poste à Paris ne sont guère impressionnés par ce genre de requête. Vous connaissez bien le monde politique, on l'a dit, Jean-Bernard Gaillot-Renucci, c'est quand même un vrai sujet, la consommation d'alcool, de substances chez les élus. Vous pouvez confirmer ça avec votre expérience. Vous avez été notamment à l'Assemblée nationale comme conseiller. Absolument, je confirme. Déjà un tout petit point quand même, s'appeler mouillé pour se retrouver imbibé à ce point, ça ne manque pas de sel. Quel joli jeu de mots. Désolé, mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand je dis je n'ai pas pu m'en empêcher, oui, parce que je trouve que c'est tellement dérisoire les arguments qui aujourd'hui disent mais on veut garder la buvette. Il ne vous a pas échappé qu'il y a très peu de temps, il y a eu effectivement une proposition faite par un député, d'accord, demandant effectivement l'interdiction ou l'arrêt de la vente d'alcool. Voilà, un député écolo. Un député écolo, mais qu'il soit écolo, pour moi, à la limite, peu m'importe. Je dirais qu'il soit écolo, quel que soit le fond. À quel moment et en quel endroit, puisque j'ai une activité politique, mais j'ai eu aussi une activité en entreprise comme consultant, on a vu, entre deux dossiers, aller boire une petite coupette, aller boire un verre de rouge, aller boire un verre de rosé ou de blanc. Ou même un whisky, ou même un whisky. À quel moment ça existe en entreprise? Jamais. Donc ça veut dire que, selon vous, il faut complètement l'interdire ou alors laisser quelques horaires? Non, je pense qu'on doit pouvoir laisser des horaires. Typiquement, donc il faut l'assouplir, le règlement. Lorsqu'il n'y a plus de séance, typiquement, on peut parfaitement autoriser les députés avec leurs invités à aller effectivement à la buvette et boire un verre. Mais quand on connaît, et on le sait en ce moment, je dirais, le timing et l'enchaînement des différentes séances, entre celle du matin, celle de l'après-midi, celle de la fin et celle du soir, je veux dire, ça n'est pas concevable. Si on commence à boire après la séance du matin, à l'interséance de l'après-midi, avant la reprise à 21h30, ça va être terrible. En plus, avec le dîner. Et donc, on termine comment? Effectivement, la séance. Et après, on s'étonne qu'effectivement, les lois soient votées n'importe comment et avec des erreurs absolument colossales et que tout le monde s'écharpe dans l'hémicycle. Je ne suis pas certain, très honnêtement, que cet état de fait de consommation d'alcool à la buvette soit ce qu'il y ait de mieux pour des débats sereins.
Et d'ailleurs, alors j'ai pour la petite histoire, j'ai fait marcher mes contacts avant l'émission, et j'ai contacté des députés, notamment, alors plutôt à gauche, pour le dire franchement, mais même dans leur groupe, c'est compliqué pour certains de leurs collègues. Hein. Ils le reconnaissent d'ailleurs que certains forcent sur le rouge, voilà, parfois des alcools plus forts, et notamment une députée insoumise qui me dit, mais on le voit de toute façon quand ces députés sont imbibés, comme vous disiez pour le sénateur. Pompettes. Voilà, ils sont pompettes, voire plus que ça parfois. Et on se souvient récemment, on a les images du député Modem, je crois que c'était le député turquois, qui avait dû être évacué par les huissiers pour avoir fait des gestes menaçants en pleine séance. Regardez. Voilà, il y a eu évidemment le cas du député LFI Andy Karbrat, qui avait été interpellé alors qu'il achetait de la drogue à Paris en 2024 à un mineur. Mais c'est vrai que les addictions et les affaires de violences sexuelles, qui parfois sont malheureusement liées à ce fléau, c'est vraiment quelque chose qui touche tous les bords politiques. Au Sénat, par exemple, on a l'affaire Guerriot, du nom de cet ancien sénateur, ex-Horizon. Il a été expulsé du parti par Édouard Philippe, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso afin de la violer en 2023. D'ailleurs, en avril dernier, le parquet a requis un procès devant le tribunal correctionnel pour administration de substances afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention de stupéfiants. Permets-moi, cette histoire, elle est quand même affreuse, elle est odieuse, elle a été un peu passée sous silence dans les médias. Alors, on en a parlé un tout petit peu. On en a parlé. La députée a pu quand même, témoigner. Elle a aussi fait partie d'une commission d'enquête sur effectivement sur les violences sexistes et sexuelles et les violences sexuelles commises sous administration de substances. Et donc, elle a quand même pu en parler. Mais c'est vrai que l'omerta est difficile à briser dans le milieu politique où l'image occupe une place prépondérante. Jean-Bernard Gaillot-Renucci, vous pouvez peut-être ajouter un mot. Je veux juste ajouter que malheureusement, Sandrine Josso était jusqu'alors une députée lambda et très peu connue et quasiment passée sous les radars. C'est pas une star de l'hémicycle, comme on a pu en voir certaines, quelle que soit d'ailleurs la coloration du banc. Mais voilà, donc c'est ça aussi qui favorise ou pas l'émergence. C'est pas Agile, Laetitia Avia, on n'était pas face à une Aurore Berger, à une Sophia Chikirou, ou de l'autre côté au RN, à une Marine Le Pen. Oui, il a choisi quelqu'un de... Voilà. Alors, il aurait choisi, parce qu'il est présumé innocent. Il a choisi ou pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ça remet bien en place, effectivement, le principe, lors des agressions sexuelles, que ce sont rarement des inconnus, mais souvent des gens qui se connaissent, parce que et Sandrine Josso et Joël Guerriot se connaissaient de très longue date. Oui. Donc c'est bien quelqu'un de son environnement et de son entourage. Donc au-delà même de l'agression sexuelle, c'est presque un déni du contrat de confiance. Alors, le procès du sénateur aura lieu en janvier 2026, et tu l'as rappelé, Amira, tu as bien raison. Évidemment, l'ex-élu, puisqu'il a démissionné, reste présumé innocent en attendant, évidemment, le procès. Alors, sans aller jusqu'à des cas aussi sordides, il y a aussi des élus qui sont pris la main dans le sac. L'ancien député Renaissance, on le sait, ça touche vraiment tous les bords politiques. Emmanuel Pellerin, avocat de profession, en 2023, Mediapart assure que l'élu des Hauts-de-Seine a consommé de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée. Confronté à ces éléments, il avait reconnu cet usage illégal, c'est ce qu'écrivait le site d'information. Alors, dans le cas de Philippe Mouiller, je reviens à notre sénateur de la droite qui a été donc pincé à Paris. Imbibé, exactement. C'est d'autant plus embarrassant qu'il est président de la commission des affaires sociales au Sénat, dis donc. Et c'est une commission qui examine les textes sur les addictions, notamment, sur les questions sociales. Donc, depuis, le sénateur est en arrêt maladie, puisque c'est une affaire manifestement qui l'a touché. Alors, les sénateurs de gauche, on est au Sénat, donc il y a une discrétion, on va dire, de bonne aloi pour dire les choses comme ça. Mais quand même, un sénateur de gauche me dit, venant de la droite, qui n'a jamais de mots assez durs pour les malades ou les faits divers, ça l'affiche mal. D'autant que Philippe Mouiller a invoqué Bruno Retailleau au moment de son arrestation, qui est quand même le chef de file de la droite au Sénat. Donc on a senti un vrai embarras chez nos collègues. Voilà le témoignage d'un sénateur. Alors le problème, c'est que les travaux de la Chambre haute
ont repris et du coup la commission a dû improviser en l'absence de son président, toujours en arrêt maladie. Et donc les vice-présidents de la majorité LR se partagent la présidence à tour de rôle. Selon mes informations, par exemple, c'est le sénateur LR Millon qui a été nommé temporairement à la tête de la commission, voilà, dans le cadre d'une commission parlementaire qui était pour examiner un texte de loi. Et il y aura un nouveau président temporaire désigné samedi quand le PLFSS va arriver au Sénat, voilà, pour représenter effectivement la commission des affaires sociales au banc du Sénat. Et c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, voilà, on va se quitter jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-Bernard Gaillot-Renucci, de nous avoir accompagnés. Mais merci à vous deux de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Et moi, j'avais une petite question, je l'ai dit en début d'émission, mais finalement, vous m'avez répondu. Je voulais vous demander comment on passe de conseiller au sein de la droite avec Macron à quelqu'un comme vous qui dit aujourd'hui que le bilan de Macron est désastreux. Et en fait, j'ai eu la réponse. Vous avez été loyal, non pas au parti, non pas à l'homme, mais à vos idées. J'ai bien résumé ? Vous avez parfaitement résumé, Amira. En tout cas, merci Jean-Bernard Gaillot-Renucci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nils, merci, c'est toujours un plaisir et vivement vendredi prochain. Un plaisir partagé, à bientôt à tous. Vous l'aurez compris, l'émission est terminée, une émission qui ne vit que grâce à vous. Alors continuez de nous soutenir et à la semaine prochaine.